Le ministre Kone Katina était hier à la rédaction du groupe Réveil proche du PDCI RDA. L'objectif de cette visite, selon le ministre, s'inscrit dans la présentation de la stratégie de communication relative au retour de Laurent Gbagbo. Une occasion mise à profit par l'ancien exilé pour se prononcer sur l'importance de la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Suivons l'intégralité de son discours introductif. Monsieur le directeur général, monsieur le directeur de l'éducation, ce n'est pas une DP plus que ça fait la confusion. Mesdames et messieurs les journalistes du groupe Le Nouveau Réveil, je suis vraiment heureux d'être avec vous cet après-midi. Je suis là parce que je crois que votre journal, malgré toutes les difficultés dans lesquelles évolue aujourd'hui la presse, fait référence, c'est une parution régulière et c'est un instrument de combat qui mène un combat qui finalement nous rejoint. Nous nous rejoignons tous de ce combat qui est de créer les conditions d'une Côte d'Ivoire qui tangue depuis 1999 et qui malheureusement n'a pas encore fini de tanguer et qui nécessite donc que chacun à son niveau puisse travailler à sa stabilisation. Et il était bon que je vienne vous voir en tant qu'organe partenaire, aujourd'hui organe du PDCI, proche du PDCI, et le partenaire politique le plus privilégié dans le combat, le président Bédié et le président Gbagbo aujourd'hui travaillant au concert pour apporter une solution aux difficultés de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis tout à fait heureux d'être avec vous, de vous féliciter pour le travail que vous faites dans les conditions les plus difficiles. Je vous prie de transmettre mes amitiés à Cadion et lui dire que son bébé, tu vois que son bébé qui se bat pour le protéger, il est bien. Donc, vraiment, merci et la spontanéité avec laquelle vous avez bien voulu nous recevoir et j'espère être à la hauteur des attentes que nous attendons quand on nous concerne. Comme il a dit nos amis payés, je suis venu d'exil le 30 avril dernier. Le 13 avril, ça faisait 10 ans jour pour jour que je suis dans l'exil. Je suis venu parce que la raison qui nous tenait en exil, la raison qui faisait que nous étions en exil, c'était notre participation aux côtés avec les autres dans la bataille du président Laurent Gbagbo et dont l'emprisonnement et, je dirais, la longue détention pour nous considérait une injustice et c'était pour nous notre façon à nous de lui exprimer notre solidarité et comme je suis son porte-parole, évidemment, de porter cette bataille là où il fallait. Ayant été libéré et déchargé et acquitté de toutes les charges, il n'y avait vraiment plus de raison de rester en exil. Et lui-même nous a dit, allez-y, retournez en Côte d'Ivoire pour aller préparer. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a bien voulu me nommer président d'une commission communication, un domaine dans lequel je suis le plus ignorant qui puisse exister. C'est pas tout, il ne faut pas te mentir, il y a des choses, c'est quoi tu ne connais pas dire, je ne connais pas. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a des personnes de sources, des personnes de grande qualité, de ce domaine-là, donc à qui nous formons la commission, et donc France Anderson Pachi n'est pas présenté, il n'est pas présentable. Il n'est pas présenté. Et c'est là de toutes ces personnes-là, qui sont là d'autres personnes, à qui nous a confié la gestion de sa communication en ce qui concerne son retour. Donc c'est dans la mise en œuvre de cette communication que nous avions jugé utile
même impérieux de vous rencontrer, les journalistes, les médias, d'aller vers les médias, pour leur expliquer notre vision des choses, pour leur expliquer comment nous voyons le retour du président de l'Angola, d'écouter aussi vos appréhensions et vos inquiétudes, qui sont fortes, parce que vous n'êtes pas, les journalistes ne sont pas seulement des personnes qui écoutent, c'est aussi des sondeurs d'opinion. Des sondeurs d'opinion. Donc, recevoir une opinion différente de la tienne, c'est déjà un enrichissement, ça vous permet donc de pouvoir vous améliorer. Voilà. Donc, nous sommes venus vous voir. On dit qu'acquitter le 15 janvier 2019 et lequel acquittement a été confirmé le 31 mars dernier, le président Laurent Gbagbo est dans tous ses droits de venir en Côte d'Ivoire et il va venir en Côte d'Ivoire. Nous avons été heureux que 7 jours après le prononcé son acquittement, le chef de l'État ivoirien, en occasion solennelle au Conseil des ministres, a publiquement affirmé que le président Laurent Gbagbo et le Charles de Gaulle peuvent rentrer au pays quand il veut. Il est même allé plus loin, il se proposait de pouvoir, au moyen du déplacement, ce déplacement du président de la République. Et donc, c'est donc dans l'espérance et c'est fort de tous ces engagements de part et d'autre, à la fois la volonté du président de rentrer et l'engagement pris par le chef de l'État ivoirien de organiser et de faciliter son retour, que nous avions bon espoir. C'est très vite que le président Gbagbo devait être parmi nous avec le ministre Chapuis. Mais il y a dans cette situation, il y a un aspect légal et il y a un aspect politique qui concerne le retour de Gbagbo. L'aspect légal procède du traité de Rome lui-même et de l'accord de siège qu'a signé la CPI avec la Hollande. Les deux accords, que ce soit le traité de Rome et l'accord de siège, obligent la CPI à faire revenir toute personne qu'elle aurait jugée et qu'elle aurait décidé à la fin de son sort, qu'il soit un acquitté, donc, ou un prisonnier qui a fini sa peine, doit absolument retourner encore dans son pays ou dans un pays de son choix. Parce que, vous comprenez, on ne va pas transformer la CPI en organe de migration régulière. Voilà, parce que quand vous êtes là-bas, votre titre de séjour, ce qui vous donne le droit de séjourner en Europe, c'est la poursuite, c'est le mandat d'arrêt, le mandat d'emmener et votre détention qui vous donne le droit d'être sur le sol. Mais à partir du moment où vous avez été acquitté, ce droit-là n'existe plus, vous n'avez plus de droit à rester sur le sol. D'où l'obligation qui appartient à la CPI de ramener la personne concernée, là où les personnes concernées, dans leur pays d'origine, enfin dans leur pays de leur choix. Donc légalement, le président Laurent Gbagbo, la CPI n'a pas d'autre choix que d'envoyer le président Laurent Gbagbo là où il est venu et comme il a clairement exprimé dans son pays. Si vous avez bien écouté le discours du président de la Chambre d'appel, à la fin, il a dit toutes les restrictions, toutes les conditions qui nous avons été imposées, qui étaient liées à l'appel du procureur, de la procureur, ces conditions ayant été levées, l'acquittement fait tomber automatiquement ces restrictions. Or, ce sont ces conditions-là qui justifiaient la présence du président Laurent Gbagbo à Bruxelles. Donc, en les enlevant, c'est-à-dire, il n'y a plus de droit, il n'y a plus de titre qui le maintiennent là-bas. Donc la CPI n'a autre élément que de le faire venir. Mais ça, c'est l'aspect légal de la question. Donc, oui, légalement, rien n'empêche le président Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais nous sommes politiques et nous ne pouvons pas ignorer le contexte de la Côte d'Ivoire. Et de ce point de vue, il est apparu nécessaire que nous voulons faire de ce qui relève du droit de la CPI, donc
par ricochet, le devoir de l'État de Côte d'Ivoire, parce que la CPI, c'est un traité, et lorsque vous signez un traité, il y a ce qu'on appelle l'exécution de bonne foi du traité. Donc, l'obligation de l'administration de la CPI est également l'obligation des parties prenantes, des parties signataires. Donc, l'obligation de retourner le président Laurent Gbagbo dans le pays de son choix, qui s'impose à la CPI, s'impose également à l'État de Côte d'Ivoire qui est partie prenante. Donc, ça, c'est l'aspect purement légal, purement technique. Maintenant, nous avons un aspect politique extrêmement important. Je vous ai dit que depuis 1999, la Côte d'Ivoire tombe. C'est pas qu'on se le cache. Depuis le coup d'État de 1999, la Côte d'Ivoire ne fait jamais. Ça, on ne fait pas la politique avec les derrière, il ne faut pas se cacher. Moi, je n'ai pas l'habitude de me cacher dans la vérité. Et nous pensons qu'il est peut-être temps que, après toutes les tentatives, finalement, que nous puissions trouver un mode opératoire qui nous permet aux Ivoiriens de vivre tout en gardant leur divergence de point de vue, mais de vivre en harmonie et dans une situation de réconciliation de paix. Et c'est dans ce cadre-là que nous voulons inscrire le retour du président Laurent Gbagbo. Pour que ce qui relève du devoir de l'État de Côte d'Ivoire puisse se transformer en un droit, en une jouissance populaire, comme étant une opération qui permet de rapprocher les Ivoiriens les uns des autres. Et dans ce rôle, et dans cette espérance que vous avez les médias, vous avez un rôle déterminant en chose. Vous avez un rôle déterminant en chose. Il faut que nous puissions nous dédier à pouvoir convaincre, à dissiper les craintes des uns et des autres, à dissiper les doutes, les incertitudes, et à rassurer les uns et les autres que le président Laurent Gbagbo que nous connaissons ici, c'est le même Laurent Gbagbo qui revient avec ce dont personne ne peut douter un seul instant, que le président Laurent Gbagbo souhaiterait rentrer en Côte d'Ivoire dans les circonstances de trouble, ou alors que son arrivée puisse constituer un cas de délit en Côte d'Ivoire ou créer des situations de division. Donc nous, en tant que commission chargée de la communication, notre rôle, c'est de porter ce message d'excellence, ce message de paix auprès des jeunes. Qui ne sont pas venus demander à le nouveau réveil de changer sa ligne culturelle. Non, ce n'est pas possible. Mais nous sommes venus dire que, en ce qui concerne l'arrivée du président Laurent Gbagbo, il y a des messages forts que nous entendons faire passer à la population. Nous souhaitons que vous nous accompagniez dans la promotion de ces messages auprès des populations, que vous nous aidiez et que s'il y a des incompréhensions, nous affirmons notre disponibilité entière à vous aider à comprendre mieux nos démarches, nous permettre de mieux apprécier celles-ci. L'important, pas qu'on dit, il y a des destins sur lesquels on n'y peut rien. Aujourd'hui, on est devenu, le président Laurent Gbagbo est devenu à une opinion forte en Côte d'Ivoire. On le veut ou non, le président Laurent Gbagbo a une opinion forte qui le suit. Le veut ou non, le chef d'État Ouattara, il y a une opinion qui le suit. Donc, et j'ai bien apprécié l'interview du président Laurent Gbagbo, parce que parfois les gens pensent que c'est en évitant de regarder les choses en face que les choses n'existent pas. La petite Autriche, elle existe. Les gens pensent que c'est par décret, on va s'asseoir et dire bon, Ouattara, Gbagbo, Bédié, il est fatigué à nous poser que c'est fini. Ils prennent une opinion, c'est des leaders d'opinion. Qu'on le veuille ou non, c'est des leaders d'opinion. Et on a remarqué
à chaque fois que l'un de ces leaders d'opinion est exclu, se sent exclu du débat politique, ça pose un problème à la Côte d'Ivoire. C'est une réalité. Ça pose un problème à la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, l'opportunité nous est donnée pour que, et je leur ai dit, je recevais des personnes il y a pas longtemps, je leur ai dit, quelles sont les générations. Moi, je ne suis pas dans ça. Parce que cet héritage, si les trois là ne nous aident pas à les porter, mais ils s'en vont là, même si on va les prendre, mais toi va maman, toi va Dautro, et toi va à Sakasson, mais on reste ici là. On va continuer de nous frapper, on va se frapper en nous. C'est la réalité évidente. Donc, il y a un héritage que ces personnes portent. Notre souhait, c'est qu'ils puissent véritablement utiliser cet héritage pour nous permettre d'avancer, de renouveler. Si on a renouvelé la classe politique, on la renouvellera à partir de leur expérience et de leur héritage. Et ça, ça me paraît important. Et comme Dieu aime la Côte d'Ivoire, franchement, je l'ai dit, Dieu aime. Quand on prie, on a l'impression que nos prières ne vont pas, bon. Mais franchement, je vous assure, quand le 31 mars, quand le juge d'appel a confirmé la décision d'acquittement, ce que j'ai dit, Dieu aime la Côte d'Ivoire. Parce que pour être franc, je ne sais pas comment les autres voyaient le problème. Moi, on est Cathy. Gbagbo à la CPI en prison, il n'aurait jamais pardonné à quelqu'un. Moi, je le dis honnêtement, moi, c'est comme ça que je suis. Cette rancœur-là n'aurait jamais pu me quitter mon cœur. Et je ne crois pas être le seul Ivoirien qui aurait vécu ça. Je ne suis pas le seul monsieur. Et donc, on se serait resté dans une logique où des rancœurs allaient s'amplifier d'année en année et se transmettre de génération en génération. Je vais vous raconter une histoire qui m'a marqué profondément. Qui m'a marqué. J'étais en prison au Ghana quand les gens sont venus de grandes villes dans ma famille. Je le dis pour que les gens comprennent pourquoi nous devons nous attraper, corriger un certain nombre de choses. Mon fils, qui est là aujourd'hui, il est en troisième, il est très grand aujourd'hui, mais il avait quoi? Il avait en 2012, il avait les gens de discipline, il avait 6 ans. Soit on arrête, je suis en prison, et donc les réfugiés sont regardés pour venir saluer, et ils ont donné 3 noms. Vous allez voir ces 3 noms. Niakipré, Koubou Kessier, Dapri, ils sont venus saluer ma famille, et moi j'étais en prison, et ils ont porté tous un boubou, chacun boubou, avec un bonnet et une bague. Il y a tous une bague. Et puis, ils n'ont pas trouvé ma femme, mais ils ont trouvé la tante de ma femme qui tue les enfants. Donc, ils ont demandé après ma femme, et la tante, elle allait faire une coupe. Mais le petit, il est tellement traumatisé, il se dirige là, et puis il appelle sa tante, viens. Il dit, viens. Il dit, pourquoi tu fais comme ça? Non, ça t'attend. Tu vas voir, c'est les douleurs qui vont être authentiques. Je vous en prie de le voir. Je vous en prie de le voir. 6 ans. Il dit, mais tu vas pas dire que c'est les douleurs qui ont envoyé pour venir tuer mon papa. Et puis tu es en train de dire où tuer ma maman. On en rit. Mais c'est un message qui m'a donné fort comme information. Donc, quand il est sorti, j'ai commencé à discuter, psychologue, pour lui enlever cet esprit-là de la tête. Quand on dit qu'il y a un mauvais héritage qu'il faut corriger, c'est cet état d'esprit pour lequel nous devons nous battre. Vaille que vaille. Pour corriger cette vision des choses. Donc, mon fils à 6 ans, lui, il a tenu déjà à des gens, il les a vu les choses, et donc il est marqué par une rhétorique qu'il faut que nous tirons en nous. Et cela paraît important. Pour nous, le retour du président Laurent Gbagbo est une opportunité unique que Dieu donne à la Côte d'Ivoire, pour que les 3 personnes puissent s'asseoir
et que nous-mêmes nous leur demandons de s'asseoir pour nous dire qu'est-ce que nous laisserons en héritage dans les 10 prochaines années de la Côte d'Ivoire. Moi, ça paraît important. Ça me paraît important. Donc, pour ce mouvement-là, nous comptons sur lui. Le président Laurent Gbagbo a déjà démontré plus d'une fois sa réputation. Et je voulais vraiment profiter pour saluer le président Didier. Les premiers allaient me voir, là pour les événements que j'ai entendu vous saluer, parce que sa visite au président Laurent Gbagbo a été un tournant déterminant dans la perception de la politique de Côte d'Ivoire. C'était déterminant. Le président Gbagbo me disait une fois, quand je l'ai vu à l'arrière, quand on fait la politique, on ne peut pas président. Et quand on était déjà président, vraiment, je me dis, tout ce qu'on fait là, c'est pour vous. Hein. Il dit, c'est pour les jeunes. Sinon, nous là, franchement, déjà été président. Moi, je suis président, j'ai été déjà président. Ouattara est président. Bon, qu'est-ce qui nous reste? Le président Didier, à son âge, l'acte qu'il a posé ce jour-là, c'est un acte qui mérite, en toutes circonstances, d'être reconnu et d'être salué. Je voulais vraiment profiter de ce dépôt pour lui dire merci. Et de toute façon, comme j'ai venu là de saluer, et dire que il a encore, c'est lui le plus âgé de ces trois, il a encore la possibilité, il a encore l'autorité nécessaire. Il faut que nous comptons sur lui pour qu'il puisse créer ce mouvement-là de cohésion autour de ce qui paraît important de la Côte d'Ivoire, notre patrie, et qu'il continue de parler à la fois à ses deux petits frères pour que nous puissions rentrer dans une ère de réconciliation totale, en disant qui résisterait à toutes les formes de manipulation possibles et d'instrumentalisation des douleurs des uns et des autres. Voilà un peu, chers amis, le message que je vais vous porter. Vous dites un message de paix. Nous sommes à votre disposition. Nous souhaitons travailler avec vous pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Nous voulons compter avec vous pour partager avec vous la vision de Laurent Gbagbo et la nouvelle espérance que nous voulons tirer de cette possibilité que vous faites à ces trois leaders d'opinion de se retrouver en Côte d'Ivoire et de parler. Je vous remercie. Après son exposé introductif, le porte-parole du président Laurent Gbagbo s'est prêté aux questions des journalistes du groupe. Les questions étaient relatives aux accusations de ce que l'on appelait le braquage de la BCEAO, des dernières sorties de M. Issaka Diaby, mais aussi quelle Côte d'Ivoire l'ancien ministre du budget retrouve après 10 ans d'exil. Il y a des problèmes. Je ne suis pas malhonnête et je ne suis pas intellectuellement malhonnête. Il y a eu des progrès en Côte d'Ivoire. Cela, on ne peut pas nier cette réalité. Mais ces progrès ont été plus visibles, ont été plus importants et plus remarquables si ils ne s'étaient pas concentrés sur l'aspect visuel, c'est-à-dire sur ce que j'appelle le matérialisme. Le matérialisme de la vie sociale. Ce que je constate, c'est que la société est encore profondément divisée. Ça, c'est une réalité, on ne peut pas, elle est aussi visible. Elle est aussi visible que le troisième pont, hein. Elle est aussi visible que le troisième pont. La société est sérieusement divisé. De sorte que le progrès aurait pu être plus important parce qu'il faudra bien qu'on comprenne le contexte dans lequel les progrès ont été réalisés. C'est ce que je dis. Le gouvernement actuel a bénéficié d'une très bonne fortune, dû au fait que le PPTE, l'allègement de la dette, qui est un élément étouffant pour toutes les économies africaines, qui est quand même l'œuvre qui a commencé depuis hier. Il faudra bien un jour, ce n'est pas le moment de parler dans les détails, mais c'est un processus qui a commencé depuis Bédier et qui devait finir absolument en 2010.
Pour ceux qui ne savent pas, le PPTE même a été créé dans ses origines pour deux principaux pays. Les gens oublient ça très souvent. Le mécanisme, il y avait l'Argentine, qui avait une situation extrêmement délicate, et la Côte d'Ivoire. Les gens oublient ça. Et logiquement, en 2000, quand le président Bédié avait commencé le processus en 98, parce que ça a commencé en 96, et il devait se terminer logiquement en 2010. C'est un processus d'une vingtaine d'années. C'était ça. Et ça avait commencé sous le président Bédié. Mais à chaque fois que nous faisions un pas, un événement malheureux qui était en Côte d'Ivoire. Et le coup d'État de 1999 a freiné l'avancée, l'acquisition, le point d'achèvement, en fait, a même bloqué le processus. Lorsque le président Gbagbo vient au pouvoir, il réintroduit le dossier. Logiquement, en 2003, le dossier devait être clos. Le processus devait être clos parce qu'on devait être parmi les premiers bénéficiaires de ce processus. Puisque les pays phares, centraux, il y avait les pays focaux qui devaient être les pays d'expérimentation, la Côte d'Ivoire faisait partie. Et puis, il y a eu le coup d'État 2002 et la révolution qui a suivi. Bon, évidemment, dans un pays où chacun se cherche, il était difficile pour lui arriver. C'est en 2009 que, alerté par la Banque mondiale, il dit, si vous ne faites pas cet effort-là, il va être très difficile pour vous, parce que nous allons clore ce chapitre-là. L'allègement de la dette des pays a commencé en 1976. La première fois que les gens abordaient ça, c'était au premier sommet des non-alignés, où ils ont posé la question de l'allègement de la dette. Ils ont compris le système de l'endettement des pays là, des pays que vous appelez en voie de développement, ne permet pas du tout leur développement. Donc, ils ont posé ça depuis 1976. Il y a eu des crises financières qui sont partout, qui ont intervenu au Brésil, en Argentine, au Mexique, un peu partout, qui ont attiré l'attention du monde que ça, la dette là, si vous ne faites pas attention, elle va être une bulle qui va bloquer l'évolution. Après, c'est devenu une action politique et même un moyen de pression. L'Église y est rentrée. Beaucoup ont dit qu'il faut alléger. Et nous avons ce processus-là qui, en 2009, si la Côte d'Ivoire ne le faisait pas, nous devions être fort pour. Dans cela, ce n'est pas parce que le président de Gbagbo, c'est mon patron, mais il a pris un risque énorme, une responsabilité énorme, à la veille d'une élection, de rentrer dans un processus qui était très, très contraignant. Parce que ce processus vous impose des règles importantes et insoutenables. C'est très difficile. Aujourd'hui, bon, on dit, Gbagbo l'a fait quoi? Mais il a fait deux choses essentielles. Sauver l'État qui était en situation délicate, avec, parce que, imaginez-vous, si on n'avait pas fait tout ce tour du monde pour chercher des parler pour sauver la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'était pas loin de sauver la vie de Somalie. Or, la chose la plus importante qu'il faut sauver dans un pays, c'est l'État. Et on a pu sauver l'État. Deuxièmement, le PPTE. Le PPTE qui était extrêmement important, il fallait qu'on y regarde en 2009. Donc, c'est pas bon. On a engagé le processus et on a compté le point d'initiative. C'est pas une initiative. Il y a certains détails que je vais vous passer. Il y a des travaux quand nous avons commencé, puisque ça, on vous demande des remboursements de dettes. Et normalement, il faut rembourser certaines dettes avant qu'on nous annule. On avait une contrainte financière énorme. En contrepartie, il y a certains travaux qui devaient être faits en termes d'appui, donc notamment l'échangeur d'argent, de la Libéra 2, il y a un certain nombre de travaux qui étaient déjà financés en tant qu'enveloppe d'appui au processus qui était en cours. Donc, le PPTE a été un contexte qui a créé une situation favorable au gouvernement. Moi, je pense, à mon avis, que s'il y avait la cohésion sociale était bonne à ce moment-là, qu'elle était bonne, on en aurait tiré meilleur profit que ce que nous avons pu tirer de l'été. C'est vrai qu'il y a eu des progrès qui ont été faits grâce à ça,
Mais je pense en toute honnêteté, que s'il y avait une cohésion sociale, il y avait un certain nombre d'éléments, on aurait pu aller en avant. Donc, pour répondre à la question, il y a eu des progrès, effectivement, en ce qui concerne la situation, tirant donc la situation des infrastructures, et ainsi de suite, qui rend profit, effectivement, de la bonne fortune, voilà, la bonne fortune des PPTE, mais je pense qu'on aurait pu avoir mieux si effectivement il y avait un mouvement de réconciliation qui accompagnait ces processus. Oui, il y a des exilés, oui, c'est ce que j'appelle. Vous savez, la Côte d'Ivoire, moi j'ai connu, j'ai un souci. Moi je suis pas petit, mais j'ai un enfant de fou, hein. Les amis dans le. Et nous, dans ce pays-là, vous parlez de la parade qui dure, là, je ne vais pas. Alors tu commences qui ne finit pas là. C'est pas. Je veux parler pour que la personne des amis me comprenne, dans le mot de chez moi me comprenne, quoi. Et ce n'est pas de la Côte d'Ivoire. On chamaille, mais après, notre parade ne dit pas. Le parade qui dure 10 ans, 15 ans, et puis ça ne finit pas là. Ce n'est pas Côte d'Ivoire. Ce n'est pas cette Côte d'Ivoire dans laquelle moi j'ai de la chance. Alors, sur cette question-là, effectivement, nous avons encore au Ghana, alors, les chiffres sont terribles. Le contingent pro-Gbagbo au Ghana, actuellement, il doit, selon les chiffres de l'ACR, on a à peu près 7200 encore réfugiés au Ghana. On a 7200 réfugiés au Ghana. Ils sont dans 3 camps réfugiés. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai parlé des victimes. J'estime que, et ça je pense qu'on est plus sérieux, pour vous dire, j'estime que c'est une fleur purulente au fond de la Côte d'Ivoire, la conscience nationale. Un camp de réfugiés ivoiriens. Je ne crois pas que le Congolais soit heureux de là où il est. De ce qu'il a voulu de son pays, de ce qu'il a voulu, je ne crois pas. Mes chers amis, on ne sait pas que vous ne savez pas que c'est un camp de réfugiés. Nous, pendant la guerre du Libéria, quand les Libériens sont venus souffrir, avec les réfugiés qui est un camp, parce que le camp matérialise une exclusion. Quoi qu'on dise, le camp matérialise l'exclusion, c'est-à-dire la séparation. On vous met dans un endroit, on vous donne quelque chose, vous devenez. Vous êtes des personnes en situation à la fois économique précaire, familiale précaire, juridique précaire. Lorsque un Ivoirien quitte pour aller s'installer au Ghana, suivant la convention de la CEDEAO, il y a un certain nombre d'avantages. Mais quand il arrive, c'est un réfugié, il n'a pas cet avantage-là. Parce que nous sommes dans une précarité juridique certaine, précarité économique certaine, précarité sociale certaine. Bref, ce n'est pas bon de voir son frère dans un camp de réfugiés. La même chose pour les prisonniers. La même chose. Nos opinions peuvent se crisper à un moment donné, mais il faut qu'on trouve le ressort du prisonnier. Effectivement, la question des prisonniers et des exilés. Moi, je suis resté mon dernier poste, d'abord, j'étais président de la coordination des réfugiés. Et je peux vous dire que c'est très difficile. Mais les derniers chiffres du HCR, on me dit que le contingent de 2020, ils sont 31 000. Et depuis 2020, les chiffres que le HCR m'a dit, il y a 31 000 Ivoiriens qui sont sortis de la Côte d'Ivoire à la suite de la crise de 2020, des élections de 2020. Mais les 7 000 que j'ai donnés, c'est rien. Au Libéria, ils sont encore autour de 27 000. Les Ivoiriens qui sont
au Libéria. Au Togo, il y a une camp au Togo. Au Bénin. Donc, il y a encore des milliers d'Ivoiriens qui sont libres. Donc, quand nous parlons de réconciliation, c'est pour permettre à toutes les personnes qui ont des doutes, qui sont dans l'incertitude de trouver leur vie. La BCAO, bon, je pense que le procureur a dit de lui-même que je suis amnistié. Donc, je m'en tiens à ça. En tout cas, le procureur a dit officiellement que je fais partie des personnes qui ont été amnistiées. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais aborder cette question, mais un jour, comme je l'ai dit, il y a des accusations qui font très mal, qui sont blessantes et qui nous marquent toute notre vie. M'accuser d'avoir volé à la BCAO, je n'ai jamais supporté cette accusation. Parce qu'elle est fausse. Une accusation fausse, totalement fausse. M'accuser d'avoir traîné des milliards, d'utiliser des milliards dans un contexte que tout le monde connaît. Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas aujourd'hui que moi je vais en parler, mais je dis, nous n'avons volé comme des centimes à la BCAO. Et sur ce point, je veux la BCAO pour nous faire sortir tous leurs comptes. Parce que les gens, l'administration où j'ai travaillé, tu ne peux pas être fiscaliste d'un certain niveau, il n'est pas équitable. C'est pas possible. On vient d'aller contrôler la comptabilité des gens. Si toi-même tu ne veux pas la comptabilité, tu vas contrôler quoi? Que la BCAO fasse sortir tout son rapport, son bilan et des comptes d'exploitation de 2012. Cela me paraît important. Mais un jour, on va y arriver. Parce que moi je ne suis pas prêt à accepter cette famille-là. C'est une grosse famille pour moi. Vous tapez Google, vous connaissez quand on dit les voleurs. Pourquoi? Alors que je ne l'ai pas fait. C'est vrai que je suis amusé, on dit j'oublie. Je reste dans cette logique-là. Mon affaire n'a pas encore fait dans mon cœur. Parce que ce n'est pas accepté. Ce que nous avons fait pendant cette période-là, nous l'avons fait par patriotisme. Et je l'ai dit, j'aurais été sous n'importe quel régime, quel gouvernement en Côte d'Ivoire, n'importe lequel des gouvernements, et j'ai occupé ce poste-là, j'aurais fait la même chose parce qu'il s'agissait tout simplement d'une question patriotique. Et sur ce plan-là, je ne voulais aucune étiquette politique quand il s'agit du travail de la patrie. Il s'agissait d'une question patriotique. Et je le dis, je ne suis pas d'accord avec la position du gouvernement français d'alors qui a obligé la BCAO à fermer et les banques commerciales à fermer. Ça, je suis prêt à assumer jusqu'au bout, je ne suis pas d'accord. Non seulement je le dis, je l'ai écrit dans mes livres. C'était un acte criminel, ce n'est pas acceptable. Et ça, là, ça n'a pas été fait parce que c'est Gbagbo Laurent. Je pense que c'était une injure à la Côte d'Ivoire en tant que nation. Et moi, en ce moment-là, cette période-là, je l'ai fait, ce que j'ai fait. Même si c'est Ouattara qui était président et que j'étais ministre, je vais faire la même chose parce que ce n'est pas acceptable ça. Ça, là, vraiment, c'est une position pour moi qui est non négociable. C'est non négociable, c'est ça. Donc, la BCAO, parce que ce que je peux dire, je n'ai rien volé. Dieu merci, on dit que j'ai été amusé, je prends ça et on avance. Mais souvent, ayons un esprit patriotique lorsqu'on touche à la Côte d'Ivoire. Je vais finir tout ce point de la communauté. Une société française américaine a voulu acheter Danone, la société du lait Danone. J'avais des difficultés. Mais enfin, le gouvernement français m'a compris. Il y a des symboles de la nation française qui ne se négocient pas. Et le gouvernement français a payé Danone, a supporté, a refusé qu'une société américaine prenne Danone, qui est le symbole de chez eux, comme L'Oréal. Enfin, franchement, Dassault également. Enfin, nous les Africains, à quel moment on va savoir ce que c'est que la patrie de notre nation, l'intérêt de notre nation? Donc, ce que j'ai fait pendant cette période, si je commence dans la lutte, je le fais sous n'importe quel gouvernement, parce qu'il ne s'agissait pas d'une provocation obligée contre Gbagbo, c'était la Côte d'Ivoire. Et je pense que les gens, nous avaient trop minimisé. Je ne peux pas traiter comme minimisé. C'est tout, c'est question. La date approximative
du retour du président Laurent Gbagbo, et à nous, notre espérance, nos souhaits. Moi, j'avoue que j'aurais bien voulu que Gbagbo fasse du 31, mais c'est son anniversaire avec nous. Je rêve même que de les voir, les trois, Didier, Gbagbo, quand ils coupaient le gâteau de Gbagbo. Ça aurait été tellement une image formidable. Ce matin, je disais à quelqu'un aussi. Il faut que le gouvernement nous. Donc, on n'a pas encore de date, hein, mais je pense que c'est très proche. Ça, je peux vous dire la certitude, c'est très proche. Actuellement, c'est des petits détails que nous sommes en train de régler, des questions de sécurité, comment il va faire, quelle va être la garde de la pêche, comment il va se constituer, et ainsi de suite. Voilà, la résidence officielle, et ainsi de suite. Bon, forcément, il ne faut pas qu'on se le cache. C'est pas moi, hein. Bon, c'est pas moi. Voilà, moi, je ne peux pas mon sac là, et puis j'arrive, je vais pas le tomber chez Franck, c'est pas beau. Donc, il y a forcément des mesures à prendre, et nous travaillons, mais ça devrait se faire impeccablement. Je pense que dans très peu de temps, on aura la date. Les victimes de la guerre. Je voudrais vraiment vous dire ceci. À chaque fois qu'il y a la crise ivoirienne, j'ai compris toutes les politiques. Les faits politiques. Donc, je n'ai pas de responsabilité dans ce qui arrive avec homme politique. Donc, les victimes, je n'en peux voir, elles sont en permanence dans notre esprit. Et nous devons toujours prier pour leur victime, quelle que soit la victime. C'est une drame la police d'appel de l'ordre. C'est une drame qui l'appelle de l'ordre. Il ne faut pas du tout négliger cette affaire de l'ordre. Donc, je peux comprendre la corruption des victimes. Mais ce que je ne supporte pas, ce que je ne crois pas, je ne comprends pas, c'est l'instrumentalisation des douleurs. Parce que si vous instrumentalisez la douleur d'une victime, vous lui enlevez l'essence, mais vous enlevez avec leur l'essence. Je pense que chacun de nous devons aider nos leaders. Quand ils prennent une décision, on doit les aider au lieu de les contrecarrer. Il y a eu un conseil qui a été la première fois qu'il a été condamné en tant que génocidaire. Au moins, le seul cas de génocide reconnu, puisqu'il a été condamné, la condamnation, c'est par le génocide. Le seul cas reconnu de génocide, aujourd'hui officiellement reconnu, c'est la création de l'Église. C'est aussi les victimes. Pourquoi je dis, les gens s'amusent. La douleur, quand tu perds un être dans des conditions dramatiques, c'est un drame énorme. Mais ne jouons pas avec la douleur des gens. Ne jouons pas avec la douleur des gens. N'instrumentalisons pas la douleur des gens. Au moins une douleur qui s'exprime de façon spectaculaire, perd de sa, je dirais, un peu de son caractère sacré, la peur est sacrée. Et je suis un peu dérangé par tout ce spectacle-là, pour les douleurs des victimes. Il y a des victimes, oui, ça c'est clair. J'en connais qui pleurent, chaque matin, ils pleurent. La solution, c'est de savoir comment nous faisons pour cicatriser ces plaies-là. Et c'est en cela où le retour du président Laurent Gbagbo est déterminant. Puisqu'il parlera, certainement il parlera à toute la Côte d'Ivoire. Certainement des gens attendent des mots de sa part. Mais quand on dit, nous, on ne veut pas que Gbagbo vienne. S'il vient, il faut l'apprendre pour aller l'envoyer en prison pour le voir de la BCRE. Mais celui qui dit ça, il avait son agent de la BCRE.
il est victime de la BCEAO. Donc, il faut, le chef de l'État a pris un engagement devant le monde entier. Je pense que le président Laurent Gbagbo et le président ils sont en train de travailler à la cohésion pour approcher les positions des deux pays. Le rôle de chacun de nous, c'est de les accompagner pour que nous puissions arriver à une solution qui puisse apaiser les cœurs des uns et des autres. Sinon, à force de spectacle de victimes, on risque de ridiculiser une notion qui est totalement forte, qui est socialement importante, et en faire comme s'il s'agissait d'un jeu d'enfant, quand il s'agit de la vie de personne. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté par un tribunal international après un procès qui a duré 2 ans, après que lui-même l'ait fait pendant 8 ans de prison. On lui a refusé 12 fois la liberté provisoire. Un acquitté, c'est un acquitté. L'acquitté, ça veut dire qu'il est innocent. C'est tout simple que ça. Donc, on peut. J'ai vraiment une pensée pour les victimes, mais je ne leur reconnais pas un droit absolu de condamnation sur Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas un droit de condamnation sur personne. Or, on fait comme s'il avait un droit de condamnation absolue. Donc, moi là, si c'est pas Gbagbo Laurent, c'est que personne n'a tué mes parents. C'est un peu comment je raisonne. C'est pas lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Il a l'autre, non, lui, c'est pas lui. Non. Si c'est pas lui, vous n'êtes pas en train de courir vos victimes. Vous voulez forcément utiliser les victimes comme instrument pour quelqu'un dont vous avez certainement des raisons particulières qui vous sont particulières de lui en vouloir, mais ne le faites pas au nom des victimes. Parce qu'au nom des victimes, le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Toutes les charges, donc il est innocent. Voilà un peu ce que je veux dire sur cette question. Je compatis douleur. Et je sais que le plus malheureux, c'est le président de Gbagbo. Je ne vais pas trahir un secret, mais je sais ce qui se passe dans sa tête par rapport à toute cette situation. Mais laissez-le venir s'exprimer. Laissez prendre contact. Si vous laissez assumer sa part de responsabilité, mais ce n'est pas faire un spectacle que nous allons pouvoir sauver la situation qu'on a fait. À Bongo, il y a des victimes. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Et je finis par là. Le fédéral FPI, Samadji Nakodélé, il a été égorgé à Bongo. Mais en plein crime, il a été égorgé. Il habitait chez les policiers, il a été égorgé chez les policiers, il a été tué. Mais quand on parle de lui, on dit que c'est les Gbagbo qui l'ont tué, alors que c'est un fédéral FPI. C'est pas que je dis, la crise ivoirienne, c'est une plaie profonde pour nous tous. Ils sont là, avec des paroles douces. Ça va prendre du temps que ça va prendre. Mais l'instrumentalisation, je ne suis pas d'accord avec cette instrumentalisation. Sur ce point, je l'ai dit, j'entends pouvoir rencontrer des amis. Vous écoutez, peut-être qu'il a certainement des raisons. J'entends le rencontrer. J'entends et je suis en train de chercher les bonnes moyens de le rencontrer. Et je vais le rencontrer. Qu'il nous explique un certain nombre de choses. Peut-être que nous ne savons pas. C'est lui ici. Donc voilà un peu. Alors, quelle garantie que j'ai? La politique. Comme je dis à quelqu'un, personne ne m'a rien. J'étais en train de faire mes impôts le dimanche. J'étais étudiant quand il a commencé à faire la politique. Donc, une garantie, franchement, je n'ai pas une garantie. Voilà. Je n'ai aucune garantie. J'ai décidé tout simplement de venir. La raison pour laquelle
j'étais en exil, j'étais le porte-parole du président Gbagbo. Il avait besoin de moi là-bas pour un certain nombre de missions. Maintenant qu'il est acquitté, je pense que la mission, il faut aller l'exécuter sur le terrain. Je suis revenu dans mon pays. Vraiment, pour revenir dans mon pays, là, je ne cherche pas garantie. Je ne cherche aucune garantie. Donc, frère, je n'ai aucune garantie. Chaque matin, je lève, je fais ma mission de quoi, j'écris, et puis je dis en avant. À nous aller, préparer comme enfants. Voilà. Merci beaucoup, oui, ça va. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bon, attends, hein. Voilà, Franck, vous connaissez ça, c'est mon plaisir, je ne rien. Mais tu dois venir avec des journalistes et ne pas leur donner un document de travail. Donc, nous avons conçu cela pour vous orienter, pour vous en inspirer, pour parler de notre président. Voilà. Donc, je vous donne ça au nom de la commission, pour que vous ayez tout dedans, avec le contexte, pourquoi nous devons revenir, pour que nous puissions effectivement tirer le meilleur parti de ce retour de la Côte d'Ivoire. J'ai oublié un élément de ce que vous avez dit, que je pense, à mon avis, à mon humble avis, que le retour du président Gbagbo, le gain politique du gouvernement est au-delà de ce que nous imaginons. Le gain politique et le gain diplomatique est extrêmement important. Le gouvernement que nous faisons se passer.